Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 5 mars, je vous propose de nous rendre tout d'abord en Chine, où des manifestations de Tibétains contre un projet de barrage ont été réprimées avec plus de 1000 arrestations. On traversera ensuite la frontière qui sépare la Chine du Myanmar, puisque de nouveaux pourparlers entre la junte et des groupes rebelles se sont tenus avec la Chine comme intermédiaire. Nous irons aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où le Fonds monétaire international vient d'établir une mission après plus de 20 ans d'absence dans le pays. Philippines, ensuite, où le Sénat a adopté un texte qui délimite les frontières maritimes de l'archipel dans un contexte d'intensification des tensions territoriales avec la Chine en mer de Chine méridionale. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique aux îles Fidji, qui viennent de réinstaller un groupe de chefs traditionnels abolis sous la présidence de Frank Bainimarama. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées le 23 février dernier lors de manifestations qui ont débuté le 14 février contre un projet de barrage hydroélectrique dans le comté de Dege, dans la préfecture autonome tibétaine de Kars, dans la province chinoise du Sichuan. Certains des manifestants arrêtés, dont des moines, ont été libérés peu de temps après. Le projet de barrage de Gangtro, basé sur la rivière Drichu, s'inscrit dans un grand projet hydroélectrique qui vise à atteindre une capacité de 12 920 MW. Radio Free Asia a indiqué que le projet de barrage de Gangtro va nécessiter l'évacuation d'au moins 2 villages et de 6 monastères, dont le monastère de Wongtro, qui comporte des peintures murales datant du XIIIe siècle. Le média américain a précisé que des unités de police spéciales avaient été déployées sur place la veille des arrestations de masse qui ont fait plusieurs blessés et dont des vidéos ont fuité sur Internet. Les autorités chinoises sont d'autant plus anxieuses de s'assurer du calme que le mois de mars et en particulier le 10 mars sont toujours une période politiquement très sensible dans le territoire du Tibet historique, puisqu'on y commémore le 10 mars le mouvement populaire de protestation contre l'occupation chinoise du Tibet qui a abouti par le départ en exil du Dalai Lama. Des manifestations organisées par les communautés des Tibétains en exil à l'étranger, notamment en Europe, aux États-Unis et en Inde, où est basé le gouvernement tibétain en exil, ont réclamé la libération des personnes arrêtées le 23 février. Mais les autorités chinoises n'ont pas l'intention de stopper le projet, et le Parti communiste chinois a demandé aux dirigeants des monastères de mobiliser et de convaincre la population locale à accepter le projet de barrage. Le secrétaire du parti du comté de Dege a ainsi été envoyé sur place le 25 février pour appeler à la stabilité en organisant une réunion avec les dirigeants locaux pour les sommer d'accepter le plan gouvernemental. Le Fonds monétaire international a inauguré jeudi dernier une mission dans la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby, plus de 20 ans après son départ du pays avec lequel l'organisation a entretenu des relations compliquées. En 2001, en effet, la police papou-néo-guinéenne avait réprimé une manifestation étudiante contre les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La répression avait fait 3 morts et 17 blessés à Port Moresby. La nouvelle du retour du Fonds monétaire international en Papouasie-Nouvelle-Guinée est donc politiquement sensible dans le pays et le Premier ministre James Marape, ainsi que le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, Bo Li, qui s'est rendu sur place la semaine dernière pour inaugurer la mission à Port Moresby, ont tous les deux insisté sur le rôle de conseil, affirmant que l'organisation était seulement là pour aider et conseiller le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée et non pas pour dicter ses politiques économiques. James Marape a déclaré que le Fonds monétaire international était de retour pour aider à évaluer de manière indépendante et transparente les politiques et les performances du pays en matière économique.
Radio Free Asia a indiqué que l'année dernière, le Fonds monétaire international avait approuvé un prêt à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aider le pays dans sa reprise économique et avait indiqué que Port Moresby devait renforcer ses efforts de lutte contre la corruption et ne pas sacrifier les dépenses d'aide sociale afin d'encourager les investissements. Il a aussi été conseillé à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de renforcer sa banque centrale pour réduire les pénuries de devises étrangères qui contribuent à la pénurie de carburant. Le directeur général adjoint du FMI, Poli, a quant à lui déclaré que la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait bien avancé dans son remboursement d'un prêt de 3,2 millions de kina depuis mars 2023 et il a également ajouté que la Papouasie-Nouvelle-Guinée devait travailler sur 3 grands domaines de réforme, à savoir la fiscalité, la monnaie et les taux de change, ainsi que la gouvernance. Le Sénat philippin a adopté hier un projet de loi qui vient établir les zones maritimes dans la loi, à savoir les frontières archipélagiques, les eaux intérieures et la zone économique exclusive philippine. Le texte, intitulé Philippines Maritime Zones Bills, a déjà été adopté en mai 2023 par la Chambre et une version commune doit maintenant être établie avant d'être soumise à la ratification du président philippin Ferdinand Marcos Jr. Le sénateur Francis Tolentino, un des soutiens du texte, a déclaré que ce dernier servirait de pierre angulaire de la politique maritime des Philippines en protégeant la souveraineté et en répondant aux besoins de sécurité nationale du pays. L'enjeu pour les Philippines est de réaffirmer la souveraineté philippine sur sa zone économique exclusive, dans ce que Manille appelle la mer des Philippines occidentales, qui correspond aux zones maritimes de la côte ouest de l'archipel philippin et font référence à une partie de la mer de Chine méridionale où se trouve notamment le groupe d'îles Calayan et Bajo de Masinloc, également connu sous le nom de récif de Scarborough, un récif qui fait l'objet d'une dispute territoriale qui connaît une escalade depuis plusieurs mois entre Pékin et Manille. Ces tensions ont conduit les Philippines à lancer le mois dernier des patrouilles de garde-côtes autour du récif. Le gouvernement philippin a encore accusé dimanche les garde-côtes chinois de tenter de bloquer l'approvisionnement des bateaux de pêche près de Scarborough. Autre enjeu territorial, la zone dite du Benham Rise, au large de la côte est de la grande île de Luçon, où la Chine envoie des navires de recherche scientifique. Manille suspecte Pékin de vouloir revendiquer la zone et dimanche encore, la marine philippine a indiqué que 2 navires de recherche scientifique chinois traînaient et menaient des recherches dans la zone, selon ses mots, avant de quitter la zone économique exclusive philippine. Aux îles Fidji, une organisation de chefs traditionnels a fait son grand retour près de 20 ans après sa dissolution. Il s'agit du Grand Conseil des chefs, ou Bossé Levu Vakaturaga, une organisation de chefs dont l'histoire remonte à l'époque coloniale. Établie en 1896, elle avait pour rôle de conseiller les autorités britanniques qui dirigeaient alors l'archipel. En 1970, après l'indépendance, l'existence de cette organisation a été inscrite dans la constitution des îles Fidji et les chefs qui y siégeaient se sont vus attribuer une présence au Sénat. Le Grand Conseil des chefs représentait les Itaukei, c'est-à-dire les autochtones fidjiens, dans un archipel qui compte une part importante d'habitants d'origine indienne, souvent appelés indo-fidjiens, qui sont venus travailler dans les champs de canne à sucre au XIXe siècle et qui ont longtemps été victimes de discrimination et marginalisés politiquement dans ce pays où l'origine ethnique reste encore un facteur important en politique. En 2006, lors du coup d'État qui lui a permis de prendre le pouvoir, Frank Bainimarama a aboli le Grand Conseil des chefs en affirmant qu'il était la source de division raciale, une initiative qui lui a permis de régner sans opposition sur le pays jusqu'en décembre 2022 et l'élection de Setiveni Rabuka. C'est ce dernier qui a rétabli le Conseil, une décision qui, on le comprend, est perçue par une partie de l'opinion comme une tentative positive de protéger la culture autochtone des îles Fidji et par d'autres comme un risque de division politique basé sur des revendications d'appartenance ethnique. Le média fidjien FBC News a indiqué vendredi dernier que lors de la première réunion du Conseil, qui s'est déroulée mercredi et jeudi, le Grand Conseil des chefs avait discuté de 11 documents qui seront ensuite compilés et présentés au gouvernement pour être analysés et approuvés. Le président du Grand Conseil des chefs, Vilian Seruvakula,
a déclaré que le groupe avait surtout discuté pendant ces 2 journées de la manière d'élaborer des méthodes pour aider à la préservation de la culture et des traditions Itaukei, y compris de la langue locale. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.